2, 1. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire vers la mise en œuvre du PDL 145T en République démocratique du Congo. Le gouvernement a exhorté à mettre à la disposition de la Caisse nationale de préréquation les dotations financières devant assurer son fonctionnement. L'appel est lancé par le président Félix Tshisekedi. Des interconnexions électriques régionales clés à travers le continent pour stimuler le commerce régional de l'électricité. C'est l'objectif de l'initiative récemment lancée par le COMESA en collaboration avec la BAD, initiative qui vise à renforcer la durabilité du secteur de l'électricité en Afrique orientale et australe grâce à des cadres réglementaires harmonisés. Et puis, le gouvernement ivoirien annonce la suspension de la hausse des tarifs des données mobiles, mesure qui concerne les 3 principaux opérateurs mobiles de la Côte d'Ivoire, qui depuis le 6 avril avaient acté une hausse de plus de 20% de leurs tarifs en diminuant le volume des données Internet. Favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales sur le plan des ressources. C'est l'objectif affiché par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le pays dispose d'un programme en la matière ainsi que d'une caisse nationale. L'enjeu est crucial car il va du développement de plus d'une centaine de collectivités territoriales défavorisées et toujours en attente des dotations de l'État. Le point sur la situation dans ce sujet de Marine Tolo. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour viabiliser la Caisse nationale de péréquation afin de booster le programme de développement local de 145 territoires. Outre cette recommandation faite le 7 avril 2023, le président a également exhorté le gouvernement à passer à la phase de réalisation du projet de construction de la route Kamba afin que les travaux puissent être lancés d'ici mai 2023. La construction de la route de Kamba permettra d'ailleurs de la relier à la nationale numéro 1. Le président de la République a rappelé au gouvernement son engagement pris lors de la dernière conférence de gouverneurs tenue à Mbandaka en décembre 2022 sur la nécessité d'impulser la Caisse nationale de péréquation et de veiller à son opérationnalisation afin de se conformer aux prescrits de la Constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement de la dite caisse. Pour le président Tshisekedi, la viabilisation de la Caisse nationale de péréquation permettra de réduire les inégalités spatiales de développement entre les provinces persistantes pour manque de politique volontariste, à redynamiser les économies locales par la construction d'infrastructures publiques et de transformer les conditions et le cadre de vie des populations vivant dans les zones mal desservies par les infrastructures et les services sociaux de base. Pour l'opposition congolaise, cette mesure est initiée alors que l'élection présidentielle est prévue pour le 20 décembre 2023. Pour le président de la République et dans le strict respect de la Constitution, la Caisse nationale de péréquation devrait sans relâche veiller à réduire les inégalités spatiales persistantes par marque de politique volontariste, à redynamiser les économies locales par la construction d'infrastructures publiques en soutien aux avantages comparatifs naturels du fait de la présence notamment des terres arables, de rivières et des cours d'eau favorables aux activités de pêche, à transformer les conditions et les cadres de vie de nos populations dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et les services sociaux de base. Rappelons que la Caisse nationale de péréquation est chargée d'assurer la solidarité nationale en luttant contre les disparités en matière de développement entre les entités territoriales. Par ailleurs, le président a souligné la nécessité pour le gouvernement de mettre à la disposition de cette institution les ressources financières indispensables pour son fonctionnement et pour le financement des différents projets d'investissement public. Rappelons que c'est lors de la 93e réunion du Conseil des ministres que ces points ont été soulignés. L'Algérie, l'un des premiers fournisseurs de l'Europe en gaz naturel, ambitionne de faire de même avec l'énergie électrique. Dans le contexte de la crise énergétique que traverse l'Europe en raison du conflit russo-ukrainien, c'est une opportunité pour l'Algérie qui se dit prête à exporter de l'électricité vers le vieux continent. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, l'a réaffirmé ce mardi 11 avril. Pour ce faire, le pays a proposé à certains
pays a mis la réalisation d'un câble électrique reliant l'Algérie à l'Italie, point le plus proche à l'Europe, soit 270 km. L'Algérie produit annuellement près de 24 000 MW d'électricité et exporte déjà près de 500 MW vers la Tunisie et la Libye. Selon Mourad Adjal, PDG du groupe Sonengaz, le réseau national d'électricité est capable de répondre à l'intégralité des besoins des citoyens. Autosuffisante, l'Algérie pourrait donc alimenter une partie de l'Europe sans qu'il n'y ait d'incidence sur la production locale. Harmonisation régionale des cadres réglementaires et des outils pour l'amélioration de la réglementation de l'électricité dans le COMESA. C'est la nouvelle initiative lancée par le marché commun de l'Afrique orientale et australe en collaboration avec la Banque africaine de développement. Elle vise à mettre en place des cadres réglementaires efficaces, transparents, uniformes et applicables dans la région, avec pour principal objectif de stimuler le commerce transfrontalier de l'électricité et d'améliorer l'accès à l'énergie dans la région du COMESA. Le projet lancé ce 11 avril a été soutenu à hauteur d'1,5 million de dollars par la BAD. Les précisions de Nathalie Mo. La Banque africaine de développement BAD et le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA ont lancé l'initiative Harmonisation régionale des cadres réglementaires et des outils pour l'amélioration de la réglementation de l'électricité dans le COMESA le 11 avril 2023. Ce projet bénéficie d'un financement de 1,5 million de dollars. La BAD et le COMESA envisagent de renforcer la durabilité du secteur de l'électricité en Afrique orientale et australe grâce à des cadres réglementaires harmonisés. Un marché de l'électricité intégré contribuera à façonner la transition énergétique de l'Afrique. En effet, cela permettra une exploitation durable et rentable des diverses ressources énergétiques du continent, en particulier les énergies renouvelables dans les pays les plus riches en ressources, ainsi que dans les pays les moins riches. Une approche cohérente et coordonnée pour combler les principaux déficits des infrastructures énergétiques régionales, c'est la méthode préconisée par la BAD et le COMESA. Les interconnexions régionales soutenues par des réformes institutionnelles, politiques et réglementaires pertinentes au niveau régional représentent la clé de la résilience énergétique en Afrique australe et orientale. L'initiative 6, pour renforcer la durabilité du secteur de l'énergie dans notre région, vise à développer et mettre en œuvre des cadres réglementaires efficaces, uniformes et transparents. La région compte une population de plus de 600 millions d'habitants, avec une forte demande en énergie, notamment en électricité. Selon les deux institutions, dotée d'énormes ressources naturelles inexploitées nécessaires au développement du secteur de l'énergie, la zone COMESA affiche un taux d'accès à l'électricité de 60%. Le bloc régional évolue vers la mise en place d'un marché de l'électricité pleinement intégré, compétitif et harmonisé dans le cadre de l'initiative du marché unique de l'électricité en Afrique. Suite à la décision des opérateurs de téléphonie mobile MTN Move et Orange de diminuer le volume Internet et par voie de conséquence d'augmenter les tarifs des données mobiles, le gouvernement ivoirien est intervenu lundi 10 avril en ordonnant la suspension de la hausse des tarifs des données mobiles dans le pays. Cette décision des trois principaux opérateurs mobiles de Côte d'Ivoire avait été fortement décriée par les consommateurs. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a demandé aux opérateurs de revenir à la formule antérieure. Le point sur la situation avec Marine Tolo. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé le lundi 10 avril la suspension de la hausse des tarifs des données mobiles. Cette mesure, selon des observateurs, est survenue après que les deux opérateurs de téléphonie qui dominent le marché aient le 7 avril 2023 décidé de diminuer le volume des data des packs 4G tout en augmentant leur prix. La mesure a soulevé une fronde contre les opérateurs menée notamment par un député qui a appelé à plusieurs mouvements de boycott des consommateurs. Cette pétition a recueilli près de 45 800 signatures. Le secteur de la téléphonie connaissait une rude concurrence entre les différents opérateurs, ce qui avait créé une forme donc de chasse, je dirais,
aux avantages que chacun des opérateurs apportait donc à ses clients, et cela avait créé une forme de désordre dans le secteur, puisque vous vous en souvenez, on avait des bonus qui parfois allaient jusqu'à 400%, etc. Et le régulateur, l'RTCI, a donc décidé de mettre de l'ordre donc dans ce secteur en régulant donc déjà le secteur donc je dirais des avantages qui étaient accordés donc aux différents consommateurs. Dans un Digital Report 2022, l'agence internationale We Are Social et Hootsuite a estimé à 36,3% le taux de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, dans le souci de rendre Internet accessible à toute la population au regard de son impact sur l'amélioration des conditions de vie socio-économique, le gouvernement ivoirien avait lancé le 7 mars 2022 une étude sur l'universalité d'Internet par le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation Roger Adom. Ce projet avait été lancé pour permettre aux Ivoiriens de bénéficier de 180 milliards de dollars de revenus que l'économie numérique devrait générer en Afrique d'ici 2025. Quand on regarde le contexte mondial aujourd'hui, quand on regarde la situation économique dans la plupart des pays en raison donc des deux chocs que nous avons connus, qui sont la crise de la Covid et donc la guerre russo-ukrainienne, une augmentation, quelle qu'elle soit, peut paraître inopportune. D'après Amadou Koulibaly, le ministre ivoirien de la communication, le marché d'Internet est marqué par une rude concurrence qui s'est traduite par une chasse aux avantages dans le secteur de la téléphonie et connaît une forme de désordre. Pour le ministre de la communication du pays, le défi sera donc de trouver un équilibre pour le secteur de la téléphonie qui connaît une tendance baissière tout en prenant compte des intérêts des Ivoiriens. Au Somaliland, à la Sanod, des affrontements opposent depuis plusieurs semaines l'armée régulière à des forces séparatistes. Depuis mi-février, les combats ont fait au moins 210 morts dans cette ville du Somaliland, État sécessionniste qui s'est séparé de la Somalie en 1991. Les violents affrontements poussent les populations de la Sanod à chercher refuge ailleurs. Au moins 90 000 personnes ont traversé la frontière avec l'Éthiopie voisine où se pose la question de leur prise en charge. Un sujet de la rédaction. En Éthiopie, la relocalisation depuis les zones frontalières des réfugiés somaliens nouvellement arrivés fuyant les affrontements dans la ville somalienne de Lascanod a commencé. Au cours des 3 derniers jours, le service éthiopien des réfugiés et des rapatriés RRS, avec le soutien de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'HCR, ont organisé leur transfert vers un nouveau site, celui de Bok, situé dans le district de Mirkan, à environ 50 km de la frontière entre l'Éthiopie et la Somalie. La relocalisation des réfugiés nouvellement arrivés en Éthiopie qui ont fui les affrontements dans la ville somalienne de Lascanod a commencé avec 1036 personnes les plus vulnérables transférées des zones frontalières vers une nouvelle installation au cours des 3 derniers jours. Nous procédons à la relocalisation parce que les zones où les réfugiés s'installaient à leur arrivée ont commencé à être surpeuplées, ce qui a accru les risques d'insécurité. Le gouvernement éthiopien a généreusement alloué 400 hectares où les réfugiés somaliens peuvent s'installer et accéder aux services existants tels que la santé, l'eau et l'éducation. De son côté, le HCR continue d'inciter les autorités et les dirigeants locaux à évaluer les lacunes dans les services de base afin que l'aide profite à la fois aux réfugiés et aux Éthiopiens. Par ailleurs, au mois de mars, le HCR, en collaboration avec des partenaires humanitaires, a lancé un plan interagence d'intervention d'urgence pour les réfugiés de 116 millions de dollars pour une réponse immédiate aux besoins critiques auxquels sont confrontés les réfugiés et les communautés d'accueil dans cette région. Depuis le début des affrontements à la mi-février, des milliers de personnes sont arrivées dans la région somalienne d'Éthiopie en quête de sécurité. La semaine dernière, 91 000 personnes avaient été enregistrées par les autorités éthiopiennes avec le soutien du HCR. Les réfugiés continuent d'arriver, fuyant la violence en cours dans leur pays d'origine. La plupart sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Parmi eux se trouvent plus de 3 400 enfants et adolescents non accompagnés et séparés.
Les réfugiés somaliens continuent d'affluer dans la région éthiopienne Somalie afin d'échapper aux affrontements et à l'insécurité dans la ville de Lascanode, dans la région de Saule. L'Éthiopie accueille des réfugiés depuis des décennies et accueille actuellement près de 990 000 réfugiés de pays voisins comme le Soudan du Sud, la Somalie, l'Érythrée et le Soudan. La situation sécuritaire toujours fragile également dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce mercredi 12 avril, des combats impliquant les rebelles du M23 ont eu lieu dans la matinée au nord de Goma, mettant ainsi un terme au calme fragile observé depuis plusieurs semaines dans la principale ville de la région du Nord Kivu. Selon des sources locales, des hommes armés appelés localement Wazalendo et se présentant comme des patriotes en lutte contre le M23 ont attaqué en début de matinée une position rebelle à Kibumba, environ 20 km de Goma. L'information a été confirmée par Fataki Sebatutsi, président de la société civile du groupement de Kibumba. Sur les réseaux sociaux, le président du M23, Bertrand Bisimwa, a quant à lui accusé la coalition du gouvernement de Kinshasa d'avoir attaqué les forces rebelles en violation des résolutions de l'EAC. Dans l'actualité sportive, Dulcie Fankam Mengia-2 intègre la Ligue nationale américaine de basketball féminin. Dulcie Fankam Mengia-2, 23 ans, est la deuxième basketteuse camerounaise à rejoindre la Ligue américaine professionnelle. Une consécration pour la native de Konsamba qui vient d'être sélectionnée par les Seattle Storm. Nathalie Mo. La première Camerounaise draftée en division féminine WNBA de la National Basketball Association NBA américaine se nomme Dulcie Fankam Mengia-2. Le 10 avril 2023, l'internationale camerounaise de 24 ans a été sélectionnée par Seattle Storm, la franchise de la WNBA. Cette annonce intervient alors que le Cameroun prépare sa participation à l'Afro-Basket féminin prévue du 28 juillet au 6 août 2023. Être partie intégrante de la compétition la plus relevée de basketball au monde entier, forcément ça a de la plus-value. Et lorsqu'on est sur la trajectoire de Dulcie Fankam, qui est sur une pente croissante depuis environ 3 à 4 ans, forcément ça ne peut qu'être tout bénéf pour l'équipe du Cameroun. Dulcie Fankam Mengia-2 est présentée comme la figure de proue de l'impact de l'Afrique sur le basketball universitaire américain. Elle a terminé la saison dernière comme co-meilleure joueuse du championnat national universitaire féminin et figure dans l'équipe avec les Memphis Tigers grâce à des statistiques impressionnantes. La basketteuse camerounaise a enregistré 16,5 points et 12,3 rebonds en moyenne par match pour un taux de réussite au tir estimé à 58%. La position qu'elle occupe aujourd'hui au sein du basketball camerounais en termes de valeur, elle va forcément nous être d'une importance capitale. Quand on parle de la WNBA, c'est quand même le sommet du sommet, la crème de la crème, ce qui se fait de mieux en termes de basketball sur le plan mondial. Et donc pour une joueuse qui va être amenée à évoluer dans cette ligue-là, être confrontée à un certain type d'adversité au quotidien, être confrontée à un certain type d'adversaire régulièrement, forcément ça va accroître son niveau, ça va accroître son expérience. Et tous ces éléments-là sont bien sûr des facteurs qu'elle pourra mettre au compte du Cameroun. La basketteuse internationale Dulcie Fankam Mengia-2 est médaillée de bronze avec les Lions indomptables du basketball à l'Afro-Basket 2021. L'ancienne Most Valuable Player saison 2018 de la Ligue régionale de basketball du Centre est la deuxième Camerounaise à intégrer la Ligue américaine professionnelle de basketball féminin après Alvin Mendeng en 2008. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.